Quelquefois, as-tu te demandé ce qui se passerait si le destin frappait à ta porte lors de la nuit la plus sombre de ta vie? Cette histoire raconte le destin de deux âmes brisées qui se sont rencontrées là où elles s'y attendaient le moins. Un millionnaire pleurant la perte de son fils unique et un enfant des rues qui ignorait qu'il était sur le point de tout changer à jamais. À Lyon, dans les ruelles pavées où le luxe et la misère ne sont séparés que par une grille, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Antoine avait tout l'argent du monde, mais avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Mathieu n'avait rien, sauf une faim dévorante et un secret qu'il ne connaissait pas lui-même. Ce qui a commencé comme une simple supplique pour de la nourriture allait devenir une histoire qui défiait tout ce que nous croyions savoir sur la famille, le destin et le pouvoir de l'amour. Pourquoi? Parce que parfois, les réponses dont nous avons le plus besoin arrivent de la manière la plus inattendue. Et parfois, sauver quelqu'un d'autre est la seule façon de nous sauver nous-mêmes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant qui a frappé à une porte. C'est l'histoire de comment une vie peut changer en une seule nuit, et comment le véritable amour peut naître même dans les endroits les plus délabrés. Prépare-toi pour une histoire qui te fera remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur ce que signifie vraiment être une famille. La pluie frappait les fenêtres du manoir aux collines, comme des coups désespérés. Antoine Dubois était plongé dans son fauteuil en cuir italien. Une bouteille de tequila Monsieur Jules à moitié vide sur la table en acajou. Et dans ses mains tremblantes, la dernière photo qu'il avait prise de Diego. Son fils de 9 ans souriait de ce sourire espiègle qui lui manquait tant, montrant le petit grain de beauté en forme d'étoile qu'il avait sur le front droit. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les obsèques. 2 semaines depuis que le cancer avait emporté la seule chose qui donnait un sens à sa fortune. La maison de 500 mètres carrés ressemblait à un mausolée vide, rempli des échos de rire qui ne reviendraient plus jamais. La sonnette retentit comme un coup de feu au milieu de la nuit. Antoine leva les yeux, confus, qui pouvait sonner à 2 heures du matin. Les gardes de sécurité n'avaient rien signalé par l'intercom. Il se leva en titubant légèrement, marcha jusqu'au moniteur de l'entrée principale et appuya sur le bouton. L'image en noir et blanc montrait un enfant trempé, maigre comme un clou, ses vêtements collés à son corps par la pluie torrentielle. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. L'enfant leva le visage vers la caméra, et Antoine sentit le monde s'arrêter. Ses yeux, cette forme de visage, ce geste pour se nettoyer le nez avec sa manche. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai seulement faim » dit la voix enfantine, brisée par le froid. Antoine se rapprocha du moniteur, plissa les yeux, et alors il le vit. Là, indubitable sous la lumière tamisée de l'entrée, un petit grain de beauté en forme d'étoile sur le front droit de l'enfant. « Mon Dieu, tu ressembles à mon Diego !» murmura-t-il, et sans hésiter, il appuya sur le bouton qui ouvrait la grille principale. Ses mains tremblaient pendant qu'il attendait que l'enfant marche sur le sentier de pierre jusqu'à la porte principale. Quand il ouvrit enfin, il resta sans voix. Ce n'était pas seulement la ressemblance physique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer avec des mots. « Entre, gamin. Tu vas attraper une pneumonie là-dehors. » L'enfant entra avec des pas hésitants, laissant une traînée d'eau sur le marbre blanc du hall d'entrée. Ses yeux se déplaçaient partout, admirant les lustres en cristal, les peintures coloniales et les meubles qui coûtaient probablement plus que tout ce qu'il avait vu de sa vie. « Comment t'appelles-tu » demanda Antoine en fermant la porte. « Mathieu, monsieur. »« Mathieu, quoi d'autre ? Seul Mathieu. Je n'ai pas de nom de famille. » Depuis l'escalier en colimaçon apparut Chloé, la femme d'Antoine. Malgré sa robe de soie rose et la faiblesse due à la chimiothérapie, elle descendit avec détermination. Ses yeux s'illuminèrent à la vue de l'enfant. « Antoine, qu'est-ce qui se passe là ? Ce gosse était dans la rue, ma chérie. Je ne pouvais pas le laisser là, sous cette tempête. » Chloé s'approcha de Mathieu, posa une main sur son épaule trempée et sentit le frisson qui le parcourut, non seulement de froid, mais aussi de surprise. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait touché avec tendresse. « As-tu besoin de te changer immédiatement ?» dit-elle d'une voix maternelle. « Je vais te chercher quelque chose de sec. Connaissez-vous un enfant qui s'appelait Diego ?»
demanda Mathieu soudainement, regardant droit dans les yeux de Chloé. La femme resta pétrifiée. Antoine sentit un frisson le parcourir. « Comment sais-tu ce nom ?» murmura Chloé. « Diego aimait aussi les dinosaures, n'est-ce pas ?» continua Mathieu naturellement, comme si c'était la conversation la plus ordinaire du monde. « Surtout les T-Rex verts. Comment peux-tu savoir ça ?» Antoine s'approcha de l'enfant, tremblant. « Qui t'a dit ça ?» Mathieu inclina la tête, avec une expression que Chloé reconnut immédiatement. C'était exactement le même geste que Diego faisait lorsqu'il était confus. « Personne ne me l'a dit, monsieur. Je le sais juste. » Diego avait un T-Rex en peluche, caché sous son lit, dans une boîte qui disait « Trésor secret », n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. Cette peluche n'avait jamais quitté la chambre de Diego. Personne d'autre au monde ne connaissait son existence. Le lendemain, Chloé avait trouvé des vêtements propres à Mathieu, un jean et un t-shirt bleu qui avaient appartenu à Diego. Ils lui allaient parfaitement, comme s'ils avaient été faits pour lui. Après un petit déjeuner d'œufs et de crêpes fraîchement préparées, Mathieu demanda la permission d'explorer la maison. « Tu peux aller où tu veux, mon chéri, » lui dit Chloé, « sauf dans la chambre de... Enfin, il y a une chambre qui est fermée. »« La chambre de Diego ?» demanda Mathieu. « C'est bon, je peux entrer. Il ne s'en offusquera pas. » Chloé et Antoine échangèrent des regards inquiets, mais décidèrent de ne pas poser de questions pour le moment. Espoir Durand, la gouvernante qui travaillait dans le manoir depuis 15 ans, observait tout depuis la cuisine, le sourcil froncé. C'était une femme robuste de Lyon, aux cheveux gris toujours attachés en un chignon serré et à l'expression rarement approuvante. « Ce petit me met mal à l'aise, Madame Chloé, » murmura-t-elle en nettoyant la vaisselle. « Les enfants des rues apportent toujours des problèmes. » Dans l'après-midi, pendant que Chloé se reposait et qu'Antoine répondait à des appels professionnels, Espoir décida de monter changer les draps. En passant devant la chambre de Diego, elle entendit une voix d'enfant. Elle s'arrêta net, collant son oreille à la porte entr'ouverte. « Ne pleure plus, Diego. Tes parents sont très tristes, mais ça va aller, » disait Mathieu avec la plus grande naturalité. « Oui, je sais, ça me rend triste aussi de te voir comme ça. Mais maintenant, je suis là pour prendre soin d'eux. » Espoir poussa doucement la porte et vit Mathieu assis sur le lit, regardant vers la fenêtre comme s'il y avait quelqu'un là. « Avec qui parles-tu, petit ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mathieu se retourna tranquillement. « Avec Diego. Il dit de ne plus pleurer, qu'il va bien et qu'il n'a plus mal. »« Cet enfant est possédé !» cria Espoir, se signant 3 fois. « Saint-Esprit, protégez-nous !» Chloé arriva en courant, suivie d'Antoine. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Madame, ce petit parle aux fantômes. Ce n'est pas normal. » Mathieu descendit du lit et alla jusqu'à Chloé. « Diego dit que tu te sens coupable, parce que la dernière fois que tu t'es énervé contre lui, c'était lorsqu'il a renversé du chocolat sur ta robe blanche préférée. Mais il dit qu'il te pardonne et qu'il ne s'est jamais fâché contre toi. » Chloé se porta les mains à la bouche, les yeux remplis de larmes. Cette dispute avait eu lieu 2 jours avant la mort de Diego et elle ne l'avait jamais racontée à personne. Les 2 semaines suivantes furent marquées par une tranquillité que la famille Dubois n'avait pas connue depuis la mort de Diego. Mathieu s'était adapté de façon étonnamment bonne à la routine de la maison. Il se levait tôt, aidait Chloé dans les petites tâches, et l'après-midi, il faisait des dessins qui incluaient toujours 3 figures, un homme grand, une femme aux cheveux longs et un enfant souriant. Antoine avait décidé de l'inscrire au lycée Saint-Michel, une école privée à Neuilly. Bien que Mathieu présentait quelques lacunes scolaires pour avoir vécu dans la rue, son intelligence naturelle l'aidait à se mettre rapidement à niveau. Chloé, quant à elle, semblait avoir trouvé une nouvelle raison de lutter contre le cancer. Les traitements ne lui semblaient plus aussi lourds, et son sourire était revenu pour la première fois en plusieurs mois. « Sais-tu quoi, Mathieu ?» lui dit-elle un après-midi pendant qu'il déjeunait sur la terrasse. « J'ai le sentiment que Diego nous a envoyé quelqu'un de spécial pour prendre soin de nous. »« Peut-être, » répondit Mathieu en remuant les grains de maïs avec sa cuillère, « mais j'ai une question que j'ai peur de poser. Dis-moi, mon enfant, là, tu peux demander ce que tu veux. » Mathieu posa sa cuillère dans l'assiette et regarda Chloé droit dans les yeux, ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de Diego. « Diego est mort
parce que vous ne l'aimiez pas assez? L'assiette de Chloé lui glissa des mains et se brisa sur le sol en mosaïque. Antoine, qui lisait le journal, se leva d'un bond. « Comment oses-tu dire ça » cria-t-il avec une fureur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Nous aimions Diego plus que nos propres vies. »« Antoine, calme-toi » intervint Chloé, mais les larmes coulaient déjà sur ses joues. « Non, Chloé, ce garçon a besoin de comprendre que Diego est mort, parce qu'il était malade, pas parce que nous... » « Mais Diego m'a dit quelque chose » interrompit Mathieu, sans se laisser impressionner par le cri. « Il m'a dit qu'avant de mourir, il avait demandé quelque chose à l'hôpital. »« Quoi » murmura Chloé. « Il a demandé à Dieu de lui envoyer un petit frère pour prendre soin de vous quand lui ne serait plus là. Un petit frère qui lui ressemblerait pour que vous ne vous sentiez pas aussi seul. » Le silence qui suivit était différent de tous les précédents. C'était un silence rempli d'étonnement, car cela avait été exactement les dernières paroles de Diego avant de fermer les yeux pour toujours. L'harmonie familiale se brisa comme du verre un mardi matin. Antoine avait posé sa montre Rolex, héritée de son père, sur sa table de chevet, comme chaque nuit depuis 20 ans. C'était une pièce unique, avec des inscriptions au dos qui disaient « Pour mon fils, qu'il arrive toujours à temps dans la vie. Père ». Quand il se réveilla, la montre avait disparu. « Chloé, as-tu vu ma montre » demanda-t-il en se coiffant devant le miroir de la salle de bain. « Non, mon amour. Es-tu sûr de l'avoir posée là ?»« Complètement sûr. Je la pose au même endroit depuis des années. » Chloé remarqua l'inquiétude dans la voix de son mari. Cette montre n'avait pas seulement une valeur économique, elle avait une valeur sentimentale, inestimable. Antoine chercha partout dans la chambre, fouilla les tiroirs, le placard, même sous le lit. Rien. Il descendit à la cuisine où Mathieu déjeunait des œufs brouillés. « As-tu vu une montre dorée, mon garçon ?»« Non, monsieur. L'avez-vous perdue ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Espoir entra de la cour de service avec une expression étrange sur le visage. « Monsieur Antoine, j'ai besoin de vous parler. En privé. » Chloé et Mathieu échangèrent des regards. L'enfant sentit un nœud dans l'estomac, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Dans la bibliothèque, Espoir ferma la porte derrière elle. « Monsieur, je n'aime pas être une commère, mais hier soir, j'ai vu le garçon sortir de sa chambre vers 2 heures du matin. Pensant qu'il allait aux toilettes, il se dirigea vers sa chambre. As-tu insinué que Mathieu... » « Je n'insinue rien, monsieur. Je vous dis seulement ce que j'ai vu. Espoir... Ce garçon dort ici par notre bonté. Tu ne vas pas l'accuser sans preuve. Vous voulez des preuves? Viens avec moi. » Ils ont monté dans la chambre de Mathieu. Espoir se dirigea directement sous le lit et sortit une petite boîte à chaussures. « Je l'ai trouvée sous son lit, monsieur, » dit-elle, en ouvrant la boîte. Là était la montre d'Antoine, avec quelques billets de 500 € et un bracelet en or que Chloé avait égaré la semaine précédente. À ce moment-là, Mathieu entra dans la chambre. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Antoine leva la boîte, les mains tremblantes. « Peux-tu m'expliquer cela ?» Mathieu vit le contenu et pâlit. « Je ne l'ai pas volé. Quelqu'un l'a mis là !» cria-t-il désespérément. « Je te le jure par Diego. Ne te permets pas de mentionner le nom de mon fils. » explosa Antoine. « Tu es un petit voleur de la rue. Monsieur, s'il vous plaît, vérifiez mon sac à dos, vérifiez tout, mais je n'ai rien volé. » Antoine ouvrit le sac à dos scolaire de Mathieu et trouva plus d'argent caché entre les cahiers. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. « Tu as 1 heure pour quitter ma maison. » La pluie était revenue à Lyon, comme si le ciel pleurait l'injustice qui se passait dans le manoir des collines. Mathieu rangea ses maigres affaires dans le même sac usé avec lequel il était arrivé, tandis que Chloé pleurait en silence depuis le seuil de sa chambre. « Antoine, ce n'est pas bien, » murmura-t-elle à son mari. « Ce garçon n'est pas un voleur. Les preuves sont là, Chloé. Je ne peux pas continuer à mettre notre famille en danger. »« Quelle famille ?» répondit-elle avec amertume. « Il ne reste que toi et moi, et tu viens de chasser le seul rayon de soleil que nous avions eu depuis la mort de Diego. » Mathieu descendit les escaliers, son sac à dos sur le dos. Il s'arrêta devant Antoine, qui évitait de le regarder dans les yeux. « Monsieur, je veux juste que vous sachiez que j'aimais beaucoup cette famille et que Diego sera très triste quand il saura ce qui s'est passé. Va-t'en, avant que j'appelle la police. »
Le portail du manoir se referma derrière Mathieu avec un bruit métallique qui résonna comme une sentence finale. L'enfant marcha sous la pluie dans les rues de Neuilly, sans direction, sans espoir, retournant au monde de carton et de faim dont il s'était temporairement échappé. Cette nuit-là, Antoine ne put dormir. À 3 heures du matin, sa conscience le conduisit à son bureau. Il décida de vérifier les caméras de surveillance pour confirmer ce qu'il savait déjà. Il avait besoin de voir de ses propres yeux Mathieu voler pour pouvoir justifier ce qu'il avait fait. Mais ce qu'il vit sur l'écran le glaça. L'enregistrement de lundi soir montrait clairement Espoir, entrant dans sa chambre vers 00h30. Elle prenait la montre, puis se dirigeait vers la chambre de Mathieu, soulevait le matelas et cachait la boîte à chaussures sous le lit. Mais ce n'était pas tout. Il y avait d'autres enregistrements. « As-tu fini de tout voler, tante ?» On entendait la voix d'un jeune homme dans la vidéo de la semaine précédente. Antoine continua à regarder fichier après fichier. Espoir volait systématiquement depuis des mois. Des bijoux, de l'argent, des objets petits mais précieux. Et son complice était un jeune homme qui l'appelait « Tante ». « Saint Dieu, j'ai été un imbécile !» cria Antoine, frappant le bureau avec une telle force qu'il se blessa les doigts. Il courut vers la chambre d'Espoir, mais trouva la pièce vide. Sur le lit, il y avait une note. « Quand vous lirez ceci, nous serons déjà loin. Merci de votre confiance pendant toutes ces années. Espoir et Rodolphe. » Pendant ce temps, dans les rues de Belleville, Mathieu toussait violemment sous un pont. La fièvre commençait à s'emparer de son petit corps, et chaque respiration lui faisait mal, comme s'il avait des éclats de verre dans les poumons. Antoine conduisit comme un fou dans les rues de Lyon toute la nuit. Antoine avait cherché des médecins à Belleville, dans le quartier historique, questionnant les sans-abri, les vendeurs ambulants de crêpes et de sandwichs, les policiers, quiconque aurait pu avoir vu un garçon de 9 ans avec un t-shirt bleu. Un petit bonhomme maigre, aux grands yeux, lui avait dit M. Fernand, un marchand de journaux au métro Hidalgo. Oui, je l'ai vu il y a environ 3 heures. Il toussait beaucoup, le pauvre. Il est allé par là, vers les ponts de Ménilmontant. Quand enfin il le trouva, Antoine sentit son âme quitter son corps. Mathieu était étendu sur des cartons mouillés sous un pont, grelottant violemment. Sa respiration était saccadée, et il avait les lèvres violettes par manque d'oxygène. Il s'approcha en courant et s'agenouilla près de l'enfant. « Mathieu, mon fils, réveille-toi. » L'enfant ouvrit difficilement les yeux. Ses pupilles étaient dilatées par la forte fièvre. « Monsieur Antoine » murmura-t-il d'une voix rauque. « Vous êtes venu me ramener dans la rue ?»« Non, mon garçon, je suis venu te ramener à la maison. »« Maman Chloé, ne m'abandonne pas !» délirait Mathieu, tendant une main tremblante vers le vide. « Je ne veux pas mourir comme Diego, je veux rester avec vous. Pardon, mon fils. Papa est là. » chuchota Antoine, la voix brisée, prenant l'enfant dans ses bras. « Papa est là, et il ne te laissera plus jamais. » Il l'emmena en courant à l'hôpital général de Neuilly, le même où Diego était mort. Les médecins le soignèrent immédiatement en voyant son état critique. « Il a une pneumonie sévère », expliqua la docteure Patricia Durand. « Encore un jour dans la rue, et il ne l'aurait pas raconté. Nous avons besoin de faire des analyses de sang pour voir quels antibiotiques il peut recevoir. » Quand les résultats arrivèrent, la docteure fronça les sourcils. « C'est très étrange, monsieur Dubois. Ce garçon a un groupe sanguin extrêmement rare. AB négatif avec facteur Duffy négatif. C'est une combinaison qui ne se produit que chez une personne sur 1 million. » Antoine resta paralysé. « Docteur, mon fils Diego avait exactement le même groupe sanguin. C'était très difficile de trouver des donneurs quand il était malade. Votre fils biologique? Oui. Quelles sont les chances que 2 enfants non apparentés aient cette même combinaison? » La docteure le regarda avec une expression sérieuse. « Pratiquement impossible, monsieur Dubois, à moins que... à moins qu'il ne soit lié d'une manière ou d'une autre. » Chloé arriva à l'hôpital en taxi, haletante d'effort et d'anxiété. Quand elle vit Mathieu branché à l'oxygène, elle s'effondra dans les bras d'Antoine. « C'est de ma faute, » pleura-t-elle. « Je savais qu'il était innocent. » 3 jours après, Mathieu avait retrouvé la couleur aux joues et pouvait s'asseoir dans son lit d'hôpital sans aide.
Chloé ne l'avait pas quitté un seul instant, dormant sur le fauteuil inclinable qu'Antoine avait fait venir de la maison. « Je ne suis plus en danger ?» demanda Mathieu d'une voix encore faible, mais avec cette étincelle espiègle que Chloé avait tant manqué. « Tu n'as jamais été en danger, mon enfant ?» répondit Antoine en lui caressant les cheveux. « Le problème, c'était moi. Je n'ai pas su te faire confiance. » Mathieu regarda par la fenêtre de l'hôpital où les pigeons se posaient sur le rebord. Son expression devint sérieuse, comme s'il écoutait quelque chose que les adultes ne pouvaient pas entendre. « Diego m'a dit que vous aviez besoin d'un enfant qui ne s'en irait pas. C'est pourquoi il m'a amené ici. » Chloé sentit un frisson lui parcourir toute la colonne vertébrale. « Tu peux vraiment le voir, mon amour ?»« Oui. »« Il est assis là, maintenant, sur cette chaise, » indiqua-t-il une chaise vide près de la fenêtre. « Il dit qu'il est heureux parce que vous ne pleurerez plus la nuit. » Antoine s'approcha de la chaise que Mathieu avait indiquée. L'air dans cette zone était différent, plus froid, mais aussi plus calme. « Que dit encore Diego ? » « Il dit qu'il a demandé à la Vierge Marie de vous envoyer quelqu'un pour vous protéger. Quelqu'un qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, pour que quand on le verrait, on se souvienne à quel point il les aimait, mais sans la tristesse. » Chloé se porta la main à la poitrine. Sa respiration s'accéléra. « Mathieu, moi aussi je l'ai vu. Je pensais que c'était mon imagination à cause des médicaments contre le cancer, mais... »« Où l'as-tu vu ?» demanda Antoine, incrédule. « Dans le jardin, jouant avec sa balle rouge. Et une fois, je l'ai vu dans la cuisine, assise à sa place habituelle, me souriant. Mais quand je cligne des yeux, il disparaît. » Mathieu acquiesça naturellement. Il dit qu'il peut maintenant partir tranquille, parce qu'il a maintenant un frère qui va s'occuper de ses parents. Il dit que nous étions meilleurs amis dans le ciel, avant de naître, et que nous avons fait un pacte. « Quel pacte ?» murmura Chloé. « Que si l'un devait partir le premier, l'autre viendrait prendre sa place, pour que vous ne soyez jamais seuls. » À ce moment-là, une douce brise souleva les rideaux de l'hôpital, même si les fenêtres étaient fermées. Chloé et Antoine sentirent une immense paix envahir leur cœur, comme si enfin tout avait un sens. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, alors que la vie semblait enfin avoir retrouvé son équilibre, la sonnette de la demeure retentit un dimanche après-midi. Antoine ouvrit la porte et se retrouva face à une femme d'une 35 ans, brune, aux yeux qui avaient trop pleuré et aux mains tremblantes, tenant un dossier rempli de documents. « Excusez-moi, monsieur, je m'appelle Lucie Roux. Je viens pour l'enfant qui vit ici. Je crois que c'est mon fils. » Le monde d'Antoine vacilla. Chloé apparut derrière lui, suivie de Mathieu, qui resta figé en voyant la femme. « Pardon ?» dit Chloé, s'accrochant au bras de son mari. « On m'a volé mon bébé il y a 9 ans à l'hôpital général, » expliqua Lucie d'une voix brisée. « Les médecins m'ont dit qu'il était mort, mais on ne m'a jamais laissé voir le corps. Voici les preuves que mon fils est vivant et que c'est lui. » Elle sortit du dossier des photos, des documents de l'hôpital, et pointa directement Mathieu du doigt. « Il a une marque de naissance en forme d'étoile sur le front, comme son père. Il est né le 15 mars, il pesait 3,2 kilos et il a le groupe sanguin AB négatif. »« Vous dites que Mathieu a été enlevé ?» demanda Antoine, sentant ses jambes flageoler. « Un réseau de trafiquants volait des bébés à l'hôpital général. Plusieurs médecins sont déjà en prison. L'un d'eux a tout avoué. Le docteur Raoul Sanchez. » Chloé sentit l'air lui manquer. « Antoine, c'est le médecin qui a certifié la mort de Diego. » Lucie continua, les larmes coulant sur ses joues. « Ils ont falsifié des actes de décès. Ils vendaient les bébés. Ils inventaient des morts qui n'avaient jamais eu lieu. Quand j'ai vu la photo de Mathieu sur les réseaux sociaux, j'ai su immédiatement que c'était mon Albert. »« Albert ?» murmura Mathieu. « C'est le nom que je lui ai donné à sa naissance, mon amour, comme son père. Je veux faire un test ADN, » dit Mathieu, avec un sérieux inhabituel pour son âge. « J'ai besoin de savoir la vérité. » 3 jours plus tard, les résultats arrivèrent par courrier recommandé. Antoine les ouvrit les mains tremblantes, tandis que Chloé et Mathieu l'observaient depuis le canapé. « Compatibilité de 98,9%, lut-il à haute voix. Lucie Roux est effectivement la mère biologique de Mathieu Albert Roux.
Lucie, qui attendait dans le salon, se couvrit le visage de ses mains et pleura comme jamais elle n'avait pleuré. Mon bébé est vivant. Mathieu s'approcha lentement d'elle. Je suis vraiment votre fils? Oui, mon amour. Tu es mon enfant qu'on m'a volé quand tu n'avais que 3 jours. Mais je ne me souviens pas de vous. Je sais, mon chéri, tu étais très petit. Mais je n'ai jamais cessé de te chercher, jamais cessé de t'aimer. Le silence qui suivit fut épais, chargé d'émotions contradictoires. Chloé pleurait en silence, Antoine serrait les poings, et Mathieu regardait tout le monde comme si le monde s'était retourné. La décision la plus importante de sa vie était arrivée. Mathieu passa 3 jours sans parler à personne, se promenant dans le jardin du manoir, dessinant dans son carnet, regardant vers la chambre de Diego comme s'il attendait une réponse de l'au-delà. Chloé et Antoine respectèrent son silence, bien qu'au fond, ils étaient déchirés par l'angoisse. Lucie venait le visiter tous les jours, lui apportait des douceurs, lui racontait des histoires de son enfance, sans jamais le presser. Mercredi après-midi, Mathieu rassembla tout le monde dans le salon. Chloé s'assit sur le grand canapé, Antoine dans son fauteuil en cuir et Lucie sur une chaise face à lui. « Je sais ce que je veux faire », annonça-t-il avec une détermination qui surprit tout le monde. « Dis-moi, mon amour », murmura Chloé. Mathieu regarda directement Lucie. « Vous m'avez donné la vie, et je n'oublierai jamais cela. Je sais que vous m'aimez, et je vous aime aussi. » Lucie sourit à travers ses larmes. « Mais Chloé et Antoine, ils m'ont sauvé l'âme. Ils m'ont appris ce que c'est qu'avoir une famille. Ils m'ont donné ce que je n'avais jamais eu, un foyer. »« Tu es sûr, mon amour ?» demanda Lucie, la voix brisée mais compréhensive. « Lucie m'a donné la vie, mais vous m'avez donné l'âme, » déclara-t-il en regardant Chloé et Antoine. « Je veux rester ici. Je veux que vous soyez mes parents pour toujours. » Chloé se leva du canapé et l'embrassa avec une force qui semblait vouloir le fondre en elle. Antoine se joignit à l'étreinte, et pour la première fois en des mois, les 3 pleurèrent de joie. « Et que veux-tu qu'il advienne de moi ?» demanda Lucie, s'essuyant les larmes. « Je veux que tu sois mon ami, que tu viennes me voir, que tu me racontes des choses sur mon père biologique. Mais je veux vivre ici. » Lucie s'approcha et caressa les cheveux de Mathieu. « Je comprends parfaitement, mon enfant. Ils t'ont donné ce que je n'ai pas pu te donner, et c'est bien ainsi. » Mathieu la regarda avec ses yeux sages qu'il avait. « Sais-tu ce que je crois? Je crois que Diego et moi avons été échangés par le destin. Lui est allé au ciel pour me préparer le chemin, et moi je suis venu pour guérir le cœur brisé de ses parents. Nous étions les meilleurs amis là-haut. 6 mois plus tard, au tribunal de famille de Michel Hidalgo à Neuilly, Antoine et Chloé Dubois officialisèrent l'adoption de Mathieu Albert Dubois-Roux. Lucie était présente, signant les documents qui renonçaient à son autorité parentale, mais pas à sa place dans le cœur de l'enfant. Ce soir-là, ils dînèrent, regardèrent un film de dinosaures, et Mathieu s'endormit entre ses parents sur le grand canapé du salon. Diego pouvait enfin reposer en paix. Sa mission était accomplie.